suis Claude Chapdelaine, professeur émérite et archéologue à l'Université de Montréal. Par la lecture, j'ai développé le goût de l'aventure, de l'inédit, et c'est vraiment mes lectures de Bob Moran qui m'amenaient partout dans le monde, qui m'a fait sentir un besoin d'exotisme. Alors, je suis allé en histoire par ces lectures qui avaient développé ma curiosité, et de l'histoire, j'ai développé un intérêt pour l'archéologie et pour les sociétés disparues. À l'été 1971, j'ai eu l'immense privilège de faire l'école de fouilles de l'Université Laval qui se tenait à un site extraordinaire, Pompéi, en Italie. Alors, le site de Pompéi est un des plus grands sites de la civilisation romaine. C'est le site qui a été détruit par l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère, et le site a été immortalisé dans plusieurs grands films de style hollywoodien. Donc, j'ai fait le stage d'à peu près 1 mois, et au retour, je savais que je voulais devenir archéologue. Quand l'archéologue décide de fouiller un site, qu'il le parcourt, s'il est en milieu forestier, la forêt actuelle va lui donner des indices. Par exemple, si on est dans la toundra ou si on est dans une forêt d'épinettes ou dans le cas comme ici, une sapinière à bouleau jaune, tout ça est lié à un climat, parce que la végétation pousse en fonction du climat et les espèces animales s'adaptent à la fois au climat et au milieu forestier. Donc, la lecture d'une forêt est fondamentale pour tout archéologue, à savoir, est-ce que c'est la forêt qui était là en place lors de l'occupation préhistorique ou s'il doit reconstruire une forêt, étant donné que le site est beaucoup plus vieux que la forêt actuelle qui n'existait pas à ce moment-là. Quand je marche en forêt, je me pose toujours la question comment les populations humaines se sont adaptées à cette forêt, au climat duquel la forêt dépend, et aussi les espèces animales qu'ils devaient chasser pour survivre. Tu sais, Alexis, quand j'étais jeune, j'avais plusieurs rêves, mais un des rêves, c'était de pouvoir fouiller un site qui pouvait nous révéler plein de secrets enfouis dans le sol. Et au début de ma carrière, j'ai été très choyé parce que j'ai fouillé dans la région de Montréal et puis les sites étaient très, très riches. Un peu plus tard dans ma carrière, mon rêve était de trouver un site du Paléo-Indien ancien qui n'existait pas au Québec. Donc, je voulais combler ce vide qui m'achalait, étant donné que le Québec, là je parle au début des années 2000, était la seule province qui n'avait pas de site aussi vieux. Et ce retard est dû en grande partie par la position du site qui n'a jamais été élaboré, alors qu'ailleurs au Canada, en particulier en Ontario, la majorité des sites du Paléo-Indien ancien sont trouvés par l'agriculture après le labourage des terrasses. Et l'autre facteur qu'on utilisait pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de pointe à cannelure, c'était le climat. Donc, on pensait que le sud du Québec n'était pas encore propice à l'occupation humaine, alors que maintenant, avec l'avancée en géographie, on sait que c'est ici qu'a perduré la toundra et qu'avec la toundra, c'est la venue des caribous et les chasseurs de caribous sont des Paléo-Indiens anciens. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé du Paléo-Indien ici. C'est des chasseurs qui sont venus chasser le caribou dans la toundra du Méganticois. La sélection du site Clich-Rancourt s'est fait d'elle-même, c'est-à-dire qu'en 2002, je débute des recherches et je veux visiter et vérifier le potentiel de tous les sites connus. Et le site Clich-Rancourt était déjà connu. Et dès que j'ai mis le pied sur la belle terrasse, j'ai senti que le potentiel était énorme. Potentiel qui était assuré par l'altitude du site. Le site est 10 mètres au-dessus du premier plan d'eau. Et ça pouvait alors être un site occupé à une époque très, très lointaine. Donc, on trouve quelques artefacts, suffisamment pour se dire que ça vaut la peine d'y retourner l'année suivante. Mais à l'automne, avant de finir mon rapport, j'ai contacté les propriétaires, M. Jean Clich et Mme Catherine Rancourt, pour leur demander la permission de nommer ce site-là, que je trouvais avec un fort potentiel, en leur nom, pour honorer leur mémoire de propriétaire, et ils ont accepté.
En 2000, j'ai été invité à faire le sommaire de l'avancée de l'archéologie au Québec à l'échelle canadienne, dans le cadre d'un colloque à Ottawa. Et ma conclusion était qu'avec un certain pessimisme, on n'avait pas encore trouvé de site du Paléo-Indien ancien, avec ces fameuses pointes à cannelure, et que ma prédiction, c'est qu'il fallait peut-être attendre un autre siècle avant qu'on découvre ce site-là. Et 3 ans plus tard, en août 2003, on trouvait les 2 premières pointes à cannelure, donc je faisais un fou de moi, mais un fou heureux. J'ai toujours développé dans ma pédagogie, comme prof, il fallait toujours rire de soi. Les profs te trouvent plus sympathique. Ça, ici, c'est la cannelure. Ça, c'est la base concave. Ça, c'est les petits ailerons. Alors, tout ça, ça donne une identification très précise. Ça daterait entre 12 400 et 12 000 avant aujourd'hui. Alors, ça se passe en août 2003. Alors, une étudiante me fait signe qu'elle a trouvé ce qu'elle pense être une extrémité de pointe. Alors, je m'approche et là, je prends le fragment dans mes mains et je la regarde sur les 2 côtés. Et sur un des 2 côtés, je vois les traces d'un enlèvement d'éclat de cannelure. Et là, je suis comme tétanisé, là, je suis figé. Donc, pendant 3-4 jours, je garde le silence, j'en parle pas aux étudiants. Et le vendredi matin, 8 août, une autre étudiante m'appelle, « Claude, je pense que ça vaut la peine que tu viennes voir. » Et puis, donc, je m'approche, je me penche, et là, je vois tout de suite que c'est un fragment de base de pointe, et je vois un éclat de cannelure, la trace d'un éclat de cannelure. Et là, je fais encore l'enregistrement, et je retourne l'objet, et il y a une deuxième cannelure sur l'autre côté. Donc, quand il y a 2 cannelures, c'est 100 % sûr que c'est une pointe du Paléo-Indien ancien et qu'elle date de plus de 12 000 ans. Alors, Alexis, tu dois comprendre que lorsque j'ai pu confirmer la présence de cannelures sur les 2 faces de cette base de pointe, j'étais euphorique. Et comme je le disais à mes étudiants pendant toutes les années qui ont suivi, je me pince encore pour réaliser que j'avais gagné à la loterie. La loterie de l'archéologie, la loterie du Paléo-Indien ancien. Enfin, le Québec faisait partie de ce qu'eux appellent le Clovis Club, donc le club des États ou des provinces où on a des pointes à cannelure. Les artefacts les plus importants, essentiellement les pointes à cannelure, sont utilisés pour exposer ces connaissances-là. Puis les autres artefacts sont entreposés à l'Université de Montréal et au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Le plus important dans la fouille, c'est pas juste de trouver des objets, c'est de les enregistrer correctement, avec précision, en fonction du mètre carré qui est l'unité de fouille. En fait, l'idée, c'est que lorsqu'on revient en laboratoire, c'est d'être capable de reconstituer tout l'emplacement des objets trouvés sur le site pour pouvoir le reconstituer sur des plans de distribution et mieux interpréter le site. Les occupants du site Clich-Rancourt, qui sont associés à une période qu'on appelle le Paléo-Indien ancien, sont des chasseurs nomades qui parcourent de grands espaces. Et ils sont arrivés ici avec des pierres qu'ils ont taillées, qui sont originaires et du Maine, du Vermont et du New Hampshire. Donc, ce sont des chasseurs qui viennent du sud, qui ont traversé les montagnes frontalières et qui se sont installés sur Clich-Rancourt pour chasser, exploiter le milieu. En tenant compte des données accumulées sur le site Clich-Rancourt, on sait qu'ils devaient se rendre dans le centre-nord du Maine, dans le sud du Vermont et aussi au New Hampshire, et que ces déplacements couvraient des centaines et des centaines de kilomètres. Donc, ils n'étaient pas vraiment des randonneurs, mais ils étaient de grands marcheurs qu'ils pouvaient en une année couvrir quasiment 1000 kilomètres. Et il faut surtout retenir que, d'après les archéologues, et ce n'est pas démontré, qu'ils n'avaient pas de canot. Donc, ils marchaient énormément, ils ne se déplaçaient pas en canot, ils pouvaient traverser les rivières à gué, ils pouvaient peut-être se faire des radeaux,
mais la forêt ou les arbres ne se conservent pas pendant 12 000 ans. Donc, on n'a aucun indice et je ne pense pas qu'on va en trouver. Alexis, pour tes randonneurs et pour toi, si jamais vous marchez dans un sentier et qu'il y a un peu d'érosion, il se pourrait qu'il y ait un artefact, donc un objet du passé, qui affleure en surface, qui peut attirer l'attention, parce que ça peut être de couleur rouge ou ça peut être une pierre qui est un peu brillante, lustrée. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de localiser l'objet, de la prendre en photo, donc de documenter la découverte, de peut-être la laisser sur place et de revenir avec du ruban pour localiser l'emplacement pour pouvoir y retourner. Et le plus important, c'est de contacter un archéologue, contacter un musée, une société d'histoire, le ministère de la Culture et des Civilisations pour envoyer la photo de cet objet-là. Et un archéologue, soit du ministère ou de la région, pourrait être intéressé à venir confirmer que c'est un objet préhistorique. Et à partir de ce moment-là, l'objet peut être enregistré, protégé, conservé et la personne qui l'a trouvé peut être associée à cette découverte pour le restant de ses jours. Dans mes exemples, c'est des archéologues qui trouvent dans des sentiers naturels. On peut trouver par érosion. Par exemple, 2 des pointes qui ont plus de 12 000 ans ont été trouvées à 9-10 cm de la surface. Donc, elles ne sont pas enfouies beaucoup. Puis s'il y a un chablis, elles peuvent être catapultées vers la surface. Mais avec le temps, elles vont retourner dans le sol. Alors pour moi, les valeurs essentielles pour se diriger en archéologie, donc devenir archéologue, c'est d'abord la curiosité. La curiosité par la lecture, la curiosité par sa capacité d'apprendre et de développer, comme j'ai eu la chance de le faire moi-même, une passion. Donc une passion pour découvrir ce qui n'est pas visible, parce que lorsqu'on travaille en préhistoire, tout est enfoui dans le sol. Je dirais aussi qu'en archéologie, il faut développer la polyvalence. Donc, on aime se spécialiser, mais être capable de faire de multiples tâches, c'est toujours valorisant. Et aussi, très important, en archéologie, le secret, c'est de travailler en équipe. Donc, il faut développer une personnalité où on va dire de vous que vous êtes de commerce agréable. Donc, le travail en équipe est fondamental en archéologie. La préhistoire du Québec s'écrit par les archéologues et pour l'écrire, la compléter, la détailler, il faut toujours chercher de nouveaux sites. Alors, dans les sites qu'on espère trouver, là, que ce serait un rêve, un miracle, ce serait d'identifier Hochelaga à Montréal ou Stadacone à Québec, où il y a un autre village qui est mentionné dans les écrits de Jacques Cartier qui s'appelle Ashlassie. On pensait l'avoir trouvé à Lanoret, mais il serait plus dans la région de Deschambault. Donc ça, c'est des sites qui datent de l'époque de Jacques Cartier, donc du 16e siècle. Donc c'est des sites qui nous révéleraient le contact entre les Iroquois et les Français, explorateurs à l'époque. Mais moi, mon rêve, et le rêve de tout archéologue du Québec, ce serait de trouver un site du Paléo-Indien, mais un site du Paléo-Indien très particulier qui serait stratifié. Ce qui voudrait dire que la couche la plus profonde serait occupée par les groupes du Paléo-Indien ancien, comme ici à Cléche-Rancourt, mais au-dessus, il y aurait une couche distincte où on trouverait du Paléo-Indien récent et une couche supérieure où on trouverait de l'archaïque ancien, une période très, très mal comprise au Québec. Donc ce site stratifié existe-t-il? Il va falloir attendre un miracle, mais rêver, ça ne coûte rien et je suis un grand rêveur.